Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire. Donc moi, je suis Foucault Chamix et donc je travaille à l'Institut Bergonié en scénologie. Et je vais vous parler de trucs et astuces en imagerie mammaire. En fait, cette présentation, elle est issue de différentes petites parties d'une formation donc, qu'on a créée, qu'on a développée récemment. Cette formation, elle a pour objectif vraiment d'essayer de transmettre une méthode d'imagerie du sein qui soit facile et intelligible pour le plus grand nombre. En fait, l'idée de départ, c'était de se dire, bah voilà, on transmet une certaine façon de faire de l'imagerie du sein à nos internes au quotidien, en pratique. Mais nos internes, finalement, bah, on en a deux ou trois par semestre et on avait envie un peu de communiquer cette façon de faire de l'imagerie du sein de façon plus large. Et c'est ce qui a un peu donné l'idée de cette formation. Donc, c'est un peu ce premier module de formation, il est constitué de quatre cours qui font un peu moins d'une heure, où vraiment ce sont les bases de l'imagerie mammaire, les bases de de comment je lis une mammographie, comment j'évalue, comment je caractérise les anomalies en mammographie, comment j'interprète une échographie mammaire, et puis comment je lis une tomosynthèse. Vraiment, c'est la base de l'imagerie mammaire. Et donc, à partir de ces cours-là, bah, on a pensé à faire ce webinaire avec quatre éléments issus des quatre cours, que donc on a appelé les quatre trucs et astuces en mammographie et en échographie mammaire. Euh, il y aura moyen de poser des questions. Vous avez une petite Q&R là pour questions-réponses dans lesquelles vous pouvez poser des questions. Ce que je vous propose, c'est que je lirai les questions à la fin du webinaire et puis on essaiera d'y répondre les unes après les autres. Alors pour commencer, premier truc et astuce, là c'est sur la façon finalement d'interpréter une mammographie. Euh, c'est c'est quoi le truc pour trouver en échographie une anomalie mammographique? Je me suis rendu compte, c'est moi, j'ai appris ça finalement dans ma formation initiale, et donc ça me paraissait assez logique. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident pour tout le monde et que quand on a une anomalie en mammo, savoir la rechercher au bon endroit en échographie, bah, c'était pas complètement intuitif et que bah, parfois on savait pas trop où poser la sonde. Alors, on peut voir comment on va faire à partir de ce premier cas pratique. Donc là, vous avez une patiente, par exemple, donc c'est à gauche, et vous allez devoir chercher, vous allez devoir faire un repérage. Et pour ce repérage, vous allez chercher eh bien, ce clip-là qui est dans une espèce de petite masse résiduelle. Et donc, il va falloir savoir comment, en échographie, on va essayer de détecter cette image. C'est des images qui sont subtiles, donc on a intérêt à poser la sonde au bon endroit. Donc, vous avez ici à côté la patiente en position échographique, et on va voir comment on va faire. Alors, il y a la première chose à faire, c'est comment on va mesurer à partir de nos deux incidences de mammographie qui sont ici l'incidence de face et ici l'incidence de profil, quelles mesures on va pouvoir faire pour savoir comment chercher en échographie. Alors, parfois, on peut avoir euh, le réflexe de faire cette mesure-là. Alors, pardon, ça c'est le petit, petit référentiel pour pouvoir se positionner en écho. Et on peut avoir le réflexe de faire cette mesure-là, cette mesure antéro-postérieure à partir du mamelon. Donc là, on voit que le petit clip, il est à 49 mm du mamelon. Et donc, si on reporte cette mesure-là bah, sur l'échographie, on va chercher à 49 mm du mamelon. Et en fait, cette façon de faire, bah, c'est pas la bonne. Si on fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas la bonne? Bah, parce que la mesure antéro-postérieure qu'on va faire, cette mesure-là, elle prend en compte donc la profondeur du sein. Et en fait, la profondeur, bah, elle est liée au fait que en mammographie, le sein il est comprimé. Et donc cette mesure antéro-postérieure, cette profondeur, bah, en échographie, alors que le sein s'aplatit, la patiente étant en décubitus, bah, en fait, cette mesure-là, elle n'existe pas. Et nous, ce qui nous intéresse en écho, bah, c'est pas tellement la profondeur. Ce qui nous intéresse, c'est la projection à la peau, c'est le savoir où on va poser la sonde, donc c'est la projection à la peau de notre anomalie. Et comment trouver la projection à la peau de notre anomalie à partir de notre mammographie? Eh ben, on ne va pas donc faire cette mesure antéro-postérieure, mais on va faire la mesure interne-externe sur le cliché de face. Et donc là, l'anomalie, elle se projette à la peau un petit peu en interne, 14 mm en interne du mamelon. Et sur le profil, on aura cette information de la projection à la peau en supérieur et en inférieur. Et donc là, si on mesure, bah, on est juste un petit peu au-dessus du mamelon à 2 mm. Et ensuite, bah, la patiente étant en position à l'échographie, en position adaptée pour l'échographie, c'est-à-dire en décubitus latéral oblique. C'est très important que le sein soit à plat, centré par le mamelon, pour que les mesures qu'on fait en mammographie bah, puissent se reporter en échographie. Donc, si la patiente est en bonne position, eh ben, il suffit de reporter nos mesures internes et externes à partir donc, du cliché de face euh, ici, donc 14 mm ici en interne. Et puis en haut bas, on va reprendre le cliché la mesure qu'on a fait sur le profil. Vous voyez que c'est un petit peu euh, inférieure, pardon, voilà, par rapport au mamelon de 2 mm. Donc on reporte ici et la cible, elle va se situer à cet endroit-là. Vous voyez, c'est vraiment facile, on reporte
à partir du cliché de face en interne, externe, et à partir du cliché de profil en supérieur et en inférieur, et on a l'endroit où il faut poser la sonde. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on avait posé la sonde à cet endroit-là. Vous voyez le petit schéma échographique, vous voyez que la localisation de cette anomalie, elle est juste périaréolaire, inféro-interne, et on va voir une petite image qui est subtile, mais comme on sait que c'est à cet endroit-là, eh bien, on va pouvoir faire le repérage. Alors, dans le webinaire enfin, dans la formation qu'on a développée, on a essayé de mettre pas mal de cas pratiques, un peu du genre de ce que je vous montre maintenant. Donc voilà, on peut appliquer un petit peu ce qu'on a vu. Donc vous avez par exemple une patiente qui a des calcifications du sein gauche. Alors, trouver des calcifications en échographie, c'est pas toujours facile, c'est des images qui sont subtiles. Et donc, pour bien les chercher, il faut savoir exactement où on va poser la sonde. Donc, on va appliquer ce qu'on a vu. On a ici le cliché de face. Donc, en interne, en externe, elles sont où nos calcifications? Là, elles sont ni externes ni internes, elles sont juste derrière le mamelon. Donc, la mesure de la projection à la peau, en fait, c'est 0 millimètre, hein. Donc voilà, là encore, il faut bien sûr surtout pas faire cette mesure antéro-postérieure dont on ne saura pas quoi faire. Et sur le cliché de profil, c'est supérieur et la projection à la peau, hop, pardon, la projection à la peau, elle va se situer ici, à peu près 20 millimètres au-dessus du mamelon. Et ensuite, on va en échographie, on reporte ça. Interne, externe, c'est 0, on reste là. Et en supérieur, 20 millimètres. Et voilà, il faut poser la sonde 20 millimètres au-dessus du mamelon et on va être en regard de nos calcifications. Alors, c'est pas forcément pour cela qu'on va les voir, mais en tout cas, on saura exactement où chercher. Alors après, on peut faire de multiples cas dans le même esprit. On vous a mis une petite réglette ici pour faire la bonne mesure. Donc vous avez des calcifications qui sont ici, sur le cliché de face, sur le cliché de profil, le mamelon qui nous sert de référence, et on va mesurer encore une fois la projection à la peau en interne. Donc là, on a 20 millimètres, vous voyez, 1, 2, 2 centimètres. Et sur le cliché de profil, on a 1,5 cm en supérieur. Hop, excusez-moi, j'appuie sur le mauvais bouton. Hop. Et donc, pareil, on va reporter ça sur l'échographie. 20 millimètres en interne, 15 millimètres en supérieur, et il faut poser la sonde à cet endroit-là pour trouver les calcifications. Alors évidemment, on a dit tout à l'heure que la mesure antéro-postérieure n'avait pas beaucoup de valeur. C'est quand même important de tenir compte du fait que on va quand même regarder où la cible qu'on cherche se situe par rapport à la glande. Quand on a quelque chose qui est très profond en mammographie derrière la glande, on va le chercher en échographie derrière la glande. Si elle se trouve devant la glande mammaire sous la peau, on va le chercher aussi en échographie sous la peau. Donc cette information de profondeur, elle a quand même du sens, mais il faut en tenir compte, voilà, dans un deuxième temps. Ça, c'est un dernier cas. Vous avez ici à droite cette dame qui a des calcifications du sein droit. Donc c'est pareil, on est sur le cliché de face. Donc vous voyez ici la petite réglette. On prend le mamelon comme point de référence. Si on part en extérieur, on est 1, 2, 3, 4 centimètres, 40 millimètres en externe. Sur le profil, on est quasiment derrière le mamelon, un petit peu inférieur, 5 millimètres en inférieur. On va se reporter sur notre échographie et vous voyez qu'on va partir 40 millimètres en externe, 5 millimètres en inférieur, et on va se retrouver à l'endroit où il faut poser la sonde. Voilà. Encore une fois qu'on a compris ça, en fait, cette triangulation, c'est tout à fait simple, ça marche à tous les coups, à partir du moment où les patientes sont positionnées de façon adéquate. Donc ça, c'était le premier truc et astuce. Il y aura peut-être des questions, on pourra en discuter après. Voilà, mais en faisant ça, vous allez vous simplifier la vie, vous allez trouver beaucoup plus de choses, en échographie, ça va vraiment être très, très simple. Deuxième truc et astuce qui est donc issu de notre deuxième cours, le truc pour, bien classer les anomalies en mammographie. Finalement, bien décrire pour bien interpréter. On peut singer en fait ce que disait, Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, il a dit: «Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément», et en fait, ce qu'on peut dire en séno, c'est que c'est plutôt l'inverse. Ce qui se décrit bien s'interprète clairement et inversement. C'est-à-dire que finalement, si on décrit de façon un peu, ésotérique, et on va se rendre compte qu'on va interpréter un petit peu de façon floue, et donc si on veut interpréter facilement, il faut décrire de façon claire. Voilà, et je vous donne quelques exemples finalement de situations qui illustrent ça, de comptes rendus dans lesquels les descriptions sont relativement, originales, on va dire. Vous voyez par ici, par exemple, dans ce compte rendu, voilà, un groupe de microcalcifications dont certaines présentent une dichotomie. Bon, c'est un terme qu'on va jamais trouver, dans le BI-RADS, et finalement vous avez une conclusion. Voilà, vous avez une coque aussi ici, alors, c'est pareil, c'est un terme qu'on va pas trouver dans le BI-RADS, et puis, vous avez une conclusion qui est quand même relativement, peu précise, au moins ACR4, ce qui est quand même relativement flou. Donc vous avez une description floue et une conclusion floue,
et finalement, bah, nous, en imagerie du sein, c'est très important d'avoir une description claire pour avoir une conclusion claire. Je fais un autre petit commentaire d'ailleurs sur ce compte rendu, sur un commentaire que je transmets souvent à nos internes. C'est que vous avez des mesures ici avec des virgules de millimètres, 9,5 millimètres, 7,5 millimètres. Souvent, voilà, ça illustre le fait que, bah, les virgules de millimètres en scénologie, ça a aucun intérêt. Même les anapathes, ils mesurent pas en dessous du millimètre tellement en général. Et puis de toute façon, c'est la variabilité de mesure de nos échographes. Donc ça a vraiment pas de sens en quelque sorte de mettre des virgules de millimètres. On a l'impression qu'on est mesureur un peu quelque part, alors que c'est évidemment pas du tout notre rôle en scénologie. Et donc, enfin voilà, je vous encourage plutôt à essayer d'éviter de mettre des mesures avec des virgules de millimètres. Bon, ça c'était une parenthèse. Autre exemple de description un peu originale, vous avez ici cette masse, et vous voyez qu'elle est décrite comme circonscrite mais multimicrolobulée. Alors vous avez finalement 2 termes qui sont, contradictoires dans la même phrase. Et vous avez une classification finale Bhairats 3. Or, vous avez une image ici qui est clairement de forme irrégulière, de contours qui sont, spiculés, et vous voyez que, bah, en fait, elle n'est pas du tout Bhairats 3, bien sûr, elle est Bhairats 5, c'est un cancer typique. Mais là encore, il y a une sorte de corrélation entre, une description, floue ou originale et puis une interprétation qui n'est pas ajustée. Pareil pour ça, une image décrite comme une surdensité bilobée, bon, alors qu'il s'agit d'une masse, irrégulière spéculée, et vous avez, voilà, une conclusion qui dit ACR 0, c'est-à-dire, bah, je ne peux pas conclure, alors que c'est une image qui est typiquement, Bhairats 5. Voilà, donc encore une fois, si on ne décrit pas de façon précise, des fois l'interprétation, n'est pas, rigoureuse. Alors on a de la chance, nous en Céno, bah, on a quand même quelque chose qui nous, donne des propositions pour décrire les façons de façon claire. On a notre lexique, le lexique BI-RADS, donc Breast Imaging Reporting and Data System. Finalement, on est un peu le 1er des RADS. Après, il y a eu tout un tas de RADS, sont développés pour tous les organes, mais finalement le premier qui a été développé, c'est pour le sein. Et ce lexique, bah, il nous propose tout un tas d'items à utiliser pour décrire les anomalies qu'on va voir et puis ensuite pour, bah, évaluer leur degré de suspicion de cancer. Alors, ça c'est pas si vieux, enfin ça je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça a été développé en 1993, il y avait de la scénologie avant, mais c'est, l'American College of Radiology qui s'est dit: «Bah, voilà, il faut vraiment essayer de colliger les informations pour que les gens arrivent à parler à peu près le même langage et décrivent les choses de façon précise». Ensuite, il y a eu plusieurs versions. Alors évidemment, c'est un livre de référence, mais c'est pas non plus, parfait. Donc c'est des choses qui évoluent et donc il y a plusieurs éditions. La dernière édition, c'est 2013 et on va avoir bientôt une 6e édition qui va venir avec, là aussi quelques nouveautés dont on parle dans les cours qu'on a développés. Voilà, l'utilisation du BI-RADS, de toute façon, c'est pas vraiment une option, hein, puisque c'est clairement recommandé dans le cahier des charges du dépistage. Donc aujourd'hui, bah, si on fait de la scénologie, on doit utiliser, le lexique BI-RADS, on doit amener une conclusion ACR à la fin de nos comptes rendus. Alors on peut dire ACR ou BI-RADS, ça dépend un peu des pays. En France, on classe en disant ACR de 1, 2, 3, 4, 5. Les Américains, ils utilisent, la conclusion BI-RADS 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, si on veut faire un peu anglophone, il faut dire BI-RADS, 1, 2, 3, et si on veut faire francophone, il faut dire ACR. En pratique, il faut l'utiliser, on n'a pas vraiment le choix et c'est hyper important d'être, rigoureux dans la façon de décrire les images parce que encore une fois, si on s'oblige à utiliser les bons items et ben, on s'oblige en fait à réfléchir à ce qu'on observe, à bien décrire les caractéristiques de ces anomalies et finalement, si on est rigoureux dans cette, description et ben, là, naturellement, on va voir que l'interprétation va en découler de façon assez facile et assez claire. Voilà. Alors je vous donne on va voir quelques cas. Ce qui est important déjà quand on voit une anomalie, c'est donc une mammographie, c'est de déterminer d'abord de voir s'il y a une anomalie ou pas. Bon, donc dans la formation, c'est de montrer un peu comment on lit une mammographie, comment on détecte les anomalies. Et une fois qu'on a vu une anomalie, eh bien, il faut la décrire et la décrire donc selon l'item qui correspond à ce qui est proposé dans le BI-RADS. Et une recommandation aussi qu'on fait souvent à nos internes, c'est de ne pas utiliser quand on regarde une mammographie le terme lésion. Pourquoi? Parce que lésion, d'abord, c'est pas dans le BI-RADS et puis lésion, c'est typiquement un terme flou, c'est-à-dire, bah, en fait, on sait pas trop ce qu'on décrit, quoi. Donc ça veut un peu tout et rien dire et c'est typiquement le moment où on s'arrête de réfléchir, quoi. Je vois une lésion, bah, d'accord et en plus, le problème de lésion, c'est que c'est souvent associé à quelque chose d'un peu péjoratif et donc bon, bah, finalement, ça ne nous permet pas de réfléchir de façon objective. Donc il ne faut pas dire lésion, il faut décrire vraiment l'anomalie qu'on voit selon les items qui sont proposés dans le BI-RAD. Alors là, qu'est-ce qu'on voit chez cette patiente? Bon, elle a une asymétrie ou une petite masse du sein droit, mais ce qui est plus intéressant à voir, c'est l'image du sein gauche. Je ne sais pas si vous l'avez tous vue, on la voit bien sur ces images de tomosynthèse, donc de 2D synthétique reconstruites à partir de la tomosynthèse.
Et vous avez ici une distorsion de l'architecture. Voilà, une distorsion de l'architecture, c'est les thèmes qu'il faut utiliser. Et les distorsions architecturales, qu'on voit bien à la fois sur le cliché de face et sur le cliché oblique, ben, elles peuvent être de deux types dans le BRAD. Elles peuvent être associées à des masses ou bien sans masse. Donc, alors, on peut dire à centre clair, à centre. Enfin, finalement, c'est plus simple de dire voilà, il y a une désorganisation de l'architecture, une distorsion de l'architecture. Alors, voilà, d'autres termes qu'on peut utiliser, comme les convergences de travées, etc., bah, ce pas des termes qui sont dans le BRAD. Donc, le bon terme, c'est distorsion de l'architecture, et avec ou sans masse. Bon, là, en l'occurrence, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on a une distorsion de l'architecture sans masse. Voilà, on n'a pas de boule, on n'a pas de masse, on a juste un aspect de distorsion de l'architecture. Et ça se classe comment? Et ben, ça se classe BI-RADS 4. Alors, on voit très bien en tomosynthèse, vous avez ici la distorsion de l'architecture hein, qu'on voit en tomosynthèse. On l'avait biopsié, mais donc ça se classe BI-RADS 4B. Ça se classe BI-RADS 4B parce que ça peut tout à fait être bénin. En fait, ces distorsions architecturales sans masse, en fait, c'est assez caractéristique des cicatrices radiaires. Les cicatrices radiaires qui sont ces entités histologiques bénignes, mais qui sont souvent associées, enfin parfois associées à des cancers débutants. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de les prélever. Donc effectivement, cette dame, elle a eu une macrobiopsie et il s'agissait effectivement d'une cicatrice radiaire sans atypie. Si on avait eu une distorsion architecturale avec une masse, là, ça aurait tout changé parce que dans ces cas-là, c'est BI-RADS 5 et la probabilité que ce soit un cancer est beaucoup plus importante. Donc très important de décrire de façon précise ce qu'on voit et les prises en charge derrière vont découler finalement de façon assez naturelle de la description précise qu'on aura utilisée. Un cas suivant, vous avez ici donc une image du sein droit. Donc là, c'est pareil, c'est pas une opacité. Vous pouvez chercher dans le BI-RADS, vous n'allez jamais trouver opacité. Vous avez une image qui est visible sur deux incidences, qui occupe un volume, et une anomalie qui est visible sur deux incidences et qui occupe un volume, c'est une masse. Alors dans le BI-RADS, par exemple, vous n'allez pas trouver le terme nodule. En scénologie, il n'y a que le terme masse, quelle que soit la taille, même quand c'est petit. À partir du moment où ça occupe un volume et qu'on peut décrire ses contours et sa forme, etc., bah, c'est une masse. Donc les masses, elles se décrivent dans le BI-RADS selon trois choses, c'est quand même assez simple, leur forme, leur contour et leur densité. Alors tous les éléments sont importants, la forme et les contours c'est très important, mais la densité c'est important aussi, on va le voir avec ce cas. Alors quelle forme on peut utiliser pour décrire cette anomalie? De toute façon, les formes, il n'y en a que trois, elle peut être ronde, ovale ou irrégulière. Alors je vous recommande plutôt d'utiliser d'ailleurs le terme ovale que le terme ovalaire, qu'on voit souvent. Ovalaire, ça veut dire de forme globalement ovale. La bonne traduction, ça me paraît ovale, et puis si on dit ovalaire, ça fait un peu pléonasme. Bref, donc là, on a une anomalie qui est de forme effectivement ovale, ça me va. Les contours, alors si on regarde vite fait, on se dit bah les contours sont nets, hein, bon voilà. Mais en fait, si on regarde de près, on se rend compte que c'est peut-être pas si net que ça. Et on peut se demander si les contours sont pas un peu micro-lobulés, autre terme pour décrire les contours qui, là, tout d'un coup, nous fait monter un petit peu le degré d'inquiétude. Sachant que cette patiente, outre, les contours un petit peu microlobulés, elle a un autre élément qui doit nous faire nous interpeller, c'est que cette anomalie elle est dense et donc avec une densité qui est élevée et cette densité élevée, en fait, bah, c'est très suspect. C'est souvent associé à des certains types de cancers qui ont des morphologies qui peuvent être pas très suspectes, mais qui, mais qui en fait, sont inquiétantes parce qu'elles sont denses. C'est le cas, par exemple, des carcinomes papillaires qui peuvent avoir cet aspect-là. Alors en plus, cette patiente, elle a évidemment un ganglion qui est un peu suspect, donc ça évidemment augmente un peu le degré de suspicion. Mais déjà sur la description de l'anomalie, si on est précis dans la description, on voit déjà qu'on a affaire à une anomalie suspecte, même si on a des critères qui sont peut-être pas si évidents que ça. Donc ça se classe au moins BI-RADS 4, comme dirait le compte rendu de tout à l'heure. Donc là, on la classe BI-RADS 4, c'est, on va dire, alors évidemment avec le ganglion, c'est plus suspect. On va reclasser ensuite quand on fera l'échographie, mais déjà sur la mammographie, on a un degré de suspicion relativement élevé. Je vous montre l'écho, c'était une anomalie qui en échographie était un peu microlobulée et c'est un cancer infiltrant triple négatif de haut grade. Et donc on sait que voilà, les cancers de haut grade, ils ont souvent des aspects qui sont pseudo-bénins ou pas hyper typiquement suspects, donc c'est très important de bien les décrire. On en reparlera un peu plus tard. Autre type d'anomalie qu'on peut décrire en mammographie, ce sont les calcifications. Alors, on parlait de microcalcification, de macrocalcification. En fait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On ne mesure jamais les calcifications. Donc, finalement, on peut recommander d'utiliser plutôt simplement le terme calcification. Et les calcifications, quand on les voit, comment on les décrit? Alors, d'abord, pour les décrire, il faut faire des clichés agrandis. Je rappelle que dans le bilan des calcifications, bah, il faut faire des clichés agrandis géométriques pour bien les décrire. Et on va décrire deux choses, leur morphologie et leur distribution. Donc, dans leur morphologie, donc là, par exemple, on a fait des clichés agrandis, face profil, on va regarder leur morphologie, on va pouvoir décrire ces calcifications qui sont, alors si on regarde vite fait, on dit, oh, elles sont punctiformes, mais en fait, si on regarde de plus près, on se dit que ce sont des calcifications qui sont peut-être fine pleomorphic en anglais, donc fine polymorphe ou fine pliomorphe en fonction de comment on traduit. On voit qu'elles ont quand même un aspect qui est assez hétérogène,
peut-être un peu irréguliers, donc morphologiquement, elles sont un peu limites. Mais c'est pas évident, il y en a quand même qui sont un peu punctiformes, un peu rondes, elles sont peut-être pas si suspectes que ça, sur le plan morphologique. Mais pour décrire des calcifications, il faut 2 choses, la morphologie et la distribution. Et la distribution, c'est un facteur qui est extrêmement important. Et donc là, on va regarder la distribution. C'est quoi la distribution de ces calcifications? Et ben, vous voyez, hop, si on regarde la face et le profil, en fait, on voit que ces calcifications, globalement, elles sont orientées, elles ont une forme globalement triangulaire, orientée vers le mamelon. Et cette forme, cette orientation vers le mamelon, on la voit sur le cliché de profil et sur le cliché de face. Donc elles sont vraiment orientées vers le mamelon. Et donc elles ont une distribution qui est segmentaire. Et ça, c'est une distribution qui est très suspecte. Vous savez que dans les distributions, donc on a plusieurs types de distributions. Elles peuvent être éparses dans l'ensemble du sein, elles peuvent être régionales, elles peuvent être groupées ou en amas, elles peuvent être galactophoriques ou segmentaires. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important souvent on utilise le terme foyer de calcification, mais quand on dit foyer de calcification, on sous-entend déjà une façon d'être distribué, un type de distribution. Et donc, quand on dit par exemple foyer de calcification galactophorique, bah, on donne deux informations contradictoires dans la même phrase. On va dire qu'il y a une distribution qui est groupée et une distribution qui est galactophorique. Or, c'est deux éléments qui vont pas ensemble. Donc, quand on décrit des calcifications, on voit des calcifications de morphologie un tel et de distribution un tel. Donc là, on a des calcifications de morphologie punctiforme ou fine polymorphe. Alors, il peut y avoir une variabilité importante entre les lecteurs, ça c'est clair, mais une distribution qui est segmentaire, qui de toute façon est suspecte, et le fait d'avoir une distribution suspecte, ça doit faire considérer des classifications comme suspectes. Là, évidemment, elles ont été biopsiées. Effectivement, c'est un carcinome in situ étendu, et on les avait classées BI-RADS 4C. Alors là, c'est un autre exemple de calcification. Donc voilà, on fait une mammographie, on voit des calcifications dans le sein gauche, on fait des fichiers agrandis de face profil, ça doit être sous-cortical, on ne décrit pas, on ne caractérise pas des calcifications sans faire de clichés agrandis de face et de profil, c'est très important. Et on va les décrire donc en fonction de leur morphologie et de leur distribution. Donc on a affaire à des calcifications de morphologie linéaire, on appelle ça linéaire, fine linéaire, plus ou moins branchée. On voit quand même morphologiquement, bah, ça fait un trait, quoi, hein. Ça fait un trait là, ça fait un trait là. Donc là, c'est vraiment tout à fait caractéristique. On a des calcifications fines linéaires plus ou moins branchées et une distribution galactophorique. Vous voyez que de toute façon, ça suit vraiment le trajet d'un galactophore vers le mamelon. C'est orienté vers le mamelon sur les deux incidences. Là aussi, c'est très important d'avoir les deux incidences. Si c'est que sur une incidence, ça peut être une histoire de projection. Donc il faut vraiment les deux incidences orthogonales pour dire c'est orienté vers le mamelon. Là, vous avez des calcifications qui sont orientées vers le mamelon, sur la face et sur le profil, donc galactophorique. Donc des calcifications fines linéaires plus ou moins branchées pour la morphologie et de distribution galactophorique, ça se classe BI-RADS 5. Là, c'est vraiment tout à fait caractéristique d'un carcinome in situ. Donc en l'occurrence, effectivement, c'était un carcinome in situ qui s'étend jusqu'au mamelon. Donc là, dans la formation qu'on a développée, vous aurez évidemment plein d'informations sur la façon de classer, la façon de décrire, etc. Cas suivant pour voilà, à décrire, vous avez ici une mammographie avec des seins relativement denses. Donc je vous laisse regarder, voir si vous avez vu une anomalie. Alors vous avez peut-être tous vu qu'il y avait une anomalie dans le sein droit et vous avez effectivement ça. Alors ça, comment ça se décrit? Eh bien, on n'a pas on a du mal à dire que c'est une masse parce que finalement, on a du mal à décrire sa forme et ses contours. On a l'impression que c'est un peu plus évanescent. Et une anomalie qu'on voit sur 2 incidences et qui n'est pas une masse, bah, c'est une asymétrie focale. Alors les asymétries, dans le BI-RADS, elles peuvent être de 4 types. Alors déjà, on ne dit pas trop plus asymétrie de densité. Dans la version 4 du BI-RADS, ils ont enlevé le terme de densité. Donc maintenant, il faut dire asymétrie. Et on peut être une asymétrie toute seule. C'est une asymétrie qu'on va avoir sur une seule incidence. L'asymétrie, elle peut être, globale, enfin, c'est l'ensemble d'un sein qui va être différent de l'autre et puis elle peut être focale, l'asymétrie focale, c'est cette asymétrie qu'on va voir sur 2 incidences, mais qui ne va pas répondre aux critères des masses. On ne peut pas vraiment décrire une forme, des contours et donc c'est une asymétrie focale. Alors là, en plus, ce qu'on peut voir chez cette patiente, c'est que cette asymétrie focale, elle est située dans une zone interdite et ça, c'est suspect. Vous voyez qu'elle est dans la graisse rétroglandulaire, que ce soit sur le cliché oblique ou sur le cliché de face et ça, c'est un élément qui doit être considéré comme suspect de principe. La asymétrie focale, le fait de les voir sur 2 incidences, c'est quand même relativement suspect. En général, ça se classe BI-RADS 4. On a ici une tomosynthèse. Alors, vous voyez qu'on s'occupe un peu plus un volume. On pourrait se discuter sur la tomosynthèse, de se demander si c'est une masse ou vraiment uniquement une asymétrie. Et vous voyez que, bon, là, on peut discuter, mais c'est quand même plus suspect en tomosynthèse et on l'a classé 4C. Voilà, l'image en échographie. Bon, là, c'est typique, c'est tout à fait suspect et il s'agit d'un cancer
triple négatif. Voilà, donc l'aspect est vraiment caractéristique. Mais sur la mammographie, il s'agissait d'une asymétrie focale. Troisième truc et astuce issu donc de la troisième enseignement, c'est, concernant l'échographie mammaire, on recommande à nos internes, on leur dit souvent: «Ne pas dire probable fibroadénome». Qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait? Bah, en fait, la scénologie, c'est une enquête policière, quoi. Donc nous, on a juste une question à se poser, presque, c'est: est-ce que ce qu'on voit, c'est malin ou c'est bénin? Est-ce que c'est, finalement, est-ce que c'est innocent ou est-ce que c'est coupable? Et quand on voit une masse dans le sein et vaguement ovale et qu'on dit: «C'est un probable fibroadénome», bah, c'est un peu comme si on voyait un suspect et que sans avoir regardé un peu les indices ou les preuves, on dit: «Bah, il est probablement innocent. C'est monsieur machin, probablement innocent» et ensuite on va regarder les éléments dont on dispose. Bah, en faisant ça, évidemment, on va être influencé, on va pas réfléchir de façon objective. Et donc, il ne faut pas se précipiter sur essayer de faire de l'histologie sur des anomalies parce que c'est pas notre point. Notre point, nous, c'est d'évaluer un degré de suspicion pour savoir s'il y a nécessité d'une biopsie, et si l'anomalie est suspecte ou pas. Et donc nous, les étapes pour faire ça, bah, c'est d'accumuler les indices, d'accumuler les preuves et de décrire ce qu'on observe en imagerie. Alors je vous donne un exemple, hein, justement. Souvent, on observe qu'il y a une association entre le fait de voilà, décrire du probable fibroadénome et puis où finalement à la fin, ben, on peut passer à côté, de cancer. Alors, on a le cas ici, vous avez une masse ovale, voilà, c'est décrit comme un probable fibroadenome ou évoquant un adénofibrome et en fait, si vous regardez bien, je vous remontre un peu l'écho, qu'est-ce qui est dérangeant ici? Qu'est-ce qui est dérangeant en fait à la fin évidemment c'est un cancer de haut grade, mais qu'est-ce qui est dérangeant? C'est qu'en fait les critères de bénignité pour dire que la masse, elle est probablement bénigne, en fait, ils y sont pas. C'est une anomalie, vous voyez que les contours, par exemple, sont pas parfaitement nets. Vous avez ici des contours qui sont spiculés, avec des petits spicules ici, ça c'est typiquement un spicule échographique. Donc cette anomalie, bah, elle est pas du tout BRAF3, elle est pas du tout évocatrice de fibroadénome, c'est une masse qui a des contours microlobulés, voire spiculés. Alors OK, elle est ovale, OK, elle a un grand axe, horizontal, OK, elle a un renforcement postérieur, mais malgré tout, elle a pas tous les critères pour dire que c'est probablement bénin et elle nécessite d'être biopsiée. Donc c'est une masse qui doit être classée BI-RADS 4, ce d'autant qu'elle avait un ganglion qui était un peu douteux, mais en fait, c'était un cancer de haut grade qui avait été mal décrit. Et ça arrive de façon très régulière et souvent, c'est associé à ces descriptions qui disent: «Bah, c'est probablement rien», avant même d'avoir bien décrit, ce qu'on peut voir. Vous avez un autre cas, une dame qui, a une mammographie, qui avait eu un antécédent de cancer à gauche. Vous voyez qu'elle a une masse à droite. Bon, sur, la mammographie, c'est pas forcément très typique, mais c'est dans une zone interdite, hein. On la voit ici sur l'oblique, on la voit ici sur le cliché de face. Voilà en échographie, alors, bah, vous avez une masse ovale avec un grand axe horizontal, un petit renforcement postérieur. On se dit: «Ah, est-ce que ça pourrait pas être un probable fibroadénome?» Bah, en fait, il y a des choses qui vont pas. Si on reprend les choses par étapes et qu'on décrit cette anomalie, bon, OK, elle est ovale peut-être, elle a un grand axe horizontal, un renforcement postérieur, mais il y a des choses qui vont pas. Elle a des contours qui sont clairement microlobulés. Elle a ici peut-être un spicule et puis surtout, elle a un aspect très hétérogène, très hypoéchogène et ça colle pas du tout, en faveur d'anomalies probablement bénignes. Donc ça doit pas se classer ACR3, ça doit se classer ACR4, c'est très suspect. Si en plus c'est dur en élastographie, bah, ça en rajoute à l'inquiétude. Ça encore, c'est, une anomalie qui bien sûr on a biopsié et qui est un cancer de haut grade. Bah, en fait, voilà, le problème, c'est qu'il y a plein de masses qui sont des cancers et qui ont un aspect pseudo-bénin. Il y a plein d'histologies qui font ça, c'est assez connu. Donc on en a vu plusieurs cas là, les cancers agressifs. On sait que les cancers agressifs, ils grossissent très, très vite. Ils n'ont pas tellement le temps finalement de faire des réactions desmoplastiques. Ils n'ont pas tellement le temps de prendre l'aspect typique de cancer et donc les cancers méchants, souvent, ils ont un aspect pseudo-bénin. Il y a aussi les carcinomes mucineux qu'on voit chez les personnes plus âgées, qui sont souvent isoéchogènes et qui peuvent avoir un aspect comme ça, pseudo-bénin. On a les carcinomes papillaires dont on a parlé tout à l'heure, qui parfois peuvent être même pris pour des kystes, qui sont souvent bien limités. On a les tumeurs phyllodes, alors elles qui sont effectivement un peu de la même famille que les fibroadénomes sur le plan histologique, mais justement qui n'en sont pas et donc c'est important de ne pas les confondre. Les lymphomes qui donnent des masses hypoéchogènes comme ça qui sont souvent bien limitées. Il faut se méfier quand on a des masses comme ça multiples dans le sein qui sont bien circonscrites. Et puis les métastases, c'est assez classique d'avoir des métastases qui souvent prennent un aspect comme ça un peu ovale, pseudo-bénin. Donc quand on a des contextes qui sont, par exemple avec des cancers évolutifs à distance, bah, il faut y penser. Et c'est pas parce qu'on a des anomalies qui sont plutôt pseudo-bénignes qu'il faut s'arrêter là. Donc ce qui est important en fait, c'est d'être rigoureux dans la description des critères. Et vous avez ici, ben, les critères qu'il vous faut pour dire BI-RADS 3, probablement bénin
Et là, il faut qu'il y ait une forme qui soit ovale, il faut une orientation qui soit parallèle, des contours qui soient circonscrits. Vous voyez que là, les contours, ils sont parfaitement nets. On peut les dessiner avec voilà, le stylo, là, on les suit parfaitement. Et puis de temps en temps, on a des pseudo-capsules fines, mais c'est pas du tout systématique. Et si on n'a pas tous ces critères de bénignité, si on a un critère qui ne rentre pas dans les cases, eh ben, on ne peut pas classer BI-RADS 3 et encore moins dire probable fibroadénome. Encore un cas ici qui avait été classé BI-RADS 3. Cette anomalie, si on la regarde rapidement, on se rend compte que bah oui, elle a l'air ovale comme ça, avec un renforcement postérieur. Mais si on regarde de près, on se rend compte que les contours notamment ne sont pas parfaitement circonscrits. Ils sont microlobulés, spiculés par endroits et en fait, c'est une anomalie qui est suspecte. Et en fait, ça a été assez bien, montré dans la littérature que, il y a une étude qui a repris, un grand nombre de cancers, qui ont été à tort classés, BI-RADS 3 et cette étude montre que dans la très grande majorité des cas, bah, d'abord, c'est une erreur de classification, dans la plupart des cas, il y avait des critères qui auraient dû faire classer BI-RADS 4, donc c'est qu'il y a eu un défaut de description de l'image et dans la majorité, ce défaut de description de l'image, il concerne les contours, c'est-à-dire que les contours sont mal décrits. On ne prend pas assez de temps pour bien décrire si les contours sont bien nets ou pas. Donc c'est vraiment essentiel quand on voit une masse dans le sein à l'échographie, de prendre le temps de bien décrire ses contours avant voilà, de se précipiter pour faire un présumé innocent. Un autre exemple, voilà, une masse ovale, hypoécogène. Alors là, est-ce qu'on a envie de la classer BI-RADS 3? Bah, il y a des choses qui ne vont pas, notamment c'est une anomalie qui est hétérogène. Si on regarde ici sur cette image échographique, alors elle est vascularisée au Doppler, mais ça ne nous apporte pas grand-chose comme information, parce qu'il y a des masses bénignes qui sont tout à fait vascularisées au Doppler, donc ça ne change pas grand-chose. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas un kyste. Mais par contre, si on regarde les contours, bah, vous voyez que les contours, ils sont pas du tout nets. Ils sont micro-lobulés, voire spiculés par endroits. Donc c'est une anomalie qui est clairement suspecte, puis cet aspect hétérogène, très hypoécogène, c'est également un élément qui doit être considéré comme suspect. Bon, en plus, c'est dur en élastographie et ça aussi, c'est un cancer de haut grade. Alors juste un petit mot sur l'élastographie, donc là je ne m'apesante pas parce que c'est pas le j'aurais pu, hein, prendre ça aussi comme truc et astuce, on en parle plus dans la formation. Peut-être je ferai à un moment une formation spécifique là-dessus. Mais voilà, l'élastographie, c'est un petit élément de plus qui fait que sur des anomalies qui peuvent être difficiles quand même à décrire sur la base de leurs critères morphologiques, et on sait qu'en échographie, quand les anomalies sont de petite taille notamment, bah, on peut être vraiment, c'est pas si facile que ça, il faut être quand même être honnête, même si on y passe du temps, même si on décrit bien. Et là, l'élément de dureté supplémentaire bah, va vraiment nous aider à trancher. Voilà, vous avez deux anomalies, est-ce qu'il y a un cancer, pas de cancer, qui est un cancer, difficile à dire. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais si vous rajoutez l'élément dureté, bah, tout d'un coup, vous vous sentez vachement plus confiant. À droite, vous avez une anomalie qui était pas très suspecte, mais qui est hyper dure et qui est un cancer. À gauche, vous avez une anomalie qui était pas évidente, peut-être un peu, le contour était pas fou, mais vous voyez qu'elle est parfaitement molle et donc ça nous rassure, et en fait, il s'agissait d'un fibroadénome. Donc ça, c'est vrai que les critères morphologiques en écho, ils peuvent être pris en défaut et rajouter l'élément élastographie, franchement, si c'est bien maîtrisé, ça fait vraiment augmenter les performances. Quatrième truc et astuce qui va nous parler de la quatrième formation qu'on a fait, c'est, comment je gère une image subtile en tomosynthèse. Et on va parler du cliché de tomosynthèse localisée. La tomosynthèse, bon, ça vous le savez, hein, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, qui est extrêmement performant, qui est très utile en dépistage parce qu'il va permettre d'augmenter le taux de détection de cancer. Vous avez ici une mammographie 2D, bon, pas évident de voir une anomalie. Vous faites la tomosynthèse et puis là, ça paraît beaucoup plus évident que vous avez ici une masse avec une distorsion architecturale très suspecte. Et en fait, la tomosynthèse, elle permet d'éviter que les cancers soient masqués, par des superpositions glandulaires. Elle va permettre de mieux visualiser les distorsions de l'architecture et donc elle augmente, la détection des cancers, elle augmente le taux de détection de cancer en dépistage. Elle a un deuxième avantage, c'est qu'elle permet aussi de diminuer le taux de rappel, elle permet de faire moins de faux positifs, notamment parce qu'elle nous permet de mieux gérer les asymétries en 2D. Vous avez ici une asymétrie en 2D, bon, en tomosynthèse, ça se déconstruit. En fait, il s'agit de rien, c'est pas la peine de rappeler la dame et donc on a bien montré que la tomosynthèse, ça a permis aussi de diminuer, les faux positifs et le taux de rappel. Malgré tout, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même tout un tas de situations où il reste des images subtiles en tomosynthèse. Quand on fait de la tomosynthèse, bah, ouais, il y a des fois, OK, ça nous aide, on détecte plus de choses, on fait moins de faux positifs, mais il y a encore des cas où on ne sait pas trop quoi en faire. Et ces cas-là, ça concerne principalement, bah, 2 types d'anomalies, les asymétries et les distorsions de l'architecture. Voilà. Est-ce que les asymétries existent? Est-ce que la distorsion de l'architecture existe? Et jusqu'à présent, bah, quand on avait une anomalie en 2D, bah, douteuse comme ça, on faisait un cliché localisé. Et puis ensuite, on nous a dit finalement, vous pouvez remplacer le cliché localisé par un cliché
de tomosynthèse. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est de faire les 2. C'est-à-dire, on fait un cliché de localisé en tomosynthèse. Et donc là, on va étaler la glande là, grâce au cliché localisé et on va rajouter une tomosynthèse. Et là, on va avoir des informations beaucoup plus intéressantes. Donc, je vous montre des exemples. Vous avez ici une mammographie 2D. Bon, pas évident de voir quelque chose, mais vous faites une tomosynthèse. Je vous fais défiler la tomosynthèse. Bon, ça a peut-être été un peu vite. On va recommencer. Toc, 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 toc. On met sur l'image d'intérêt. Hop. Bon, bah là, il y a une zone, on ne sait pas trop. Peut-être il y a une distorsion, une asymétrie. Peut-être que non, mais on a beau regarder, c'est pas évident, quoi, hein, j'achète pas. Bon, là, on a un doute. Et ben là, on peut faire le cliché de tomosynthèse localisée. On va étaler la glande et on va voir si l'anomalie ressort ou si au contraire elle disparaît. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, je pense que vous avez tous vu. Vous avez ici, voilà, une anomalie. Hop, je vous mets dessus. Qui est ici, qui persiste. On a clairement une asymétrie, une distorsion de l'architecture, donc il y a vraiment une anomalie suspecte sur le cliché de tomosynthèse. C'était un cancer du sein droit. Voilà, donc là, l'anomalie persiste. Une autre situation, vous avez ici une patiente qui a un cancer du sein gauche ici, là, et vous avez cette asymétrie. Est-ce que c'est une masse? Bon, vous ne savez pas trop quoi en faire. Sur le 2D, vous le voyez, vous faites une tomosynthèse, vous dites, bon, bah, on va le déconstruire. Vous faites votre tomosynthèse que je vous laisse regarder. Et en tomosynthèse, bah, il y a toujours quelque chose. Alors c'est pas très suspect, on se demande si ça existe vraiment, on sait pas trop quoi en faire. Bah, là aussi, hop, cliché de tomosynthèse localisé, vous pouvez regarder, bon, bah, il y a plus rien, l'image a disparu. Voilà, pas d'inquiétude. On va rien en faire, c'est l'anomalie, elle devait se situer par là, bah, non, il y a plus du tout d'anomalie et ben, on est beaucoup plus confiant pour dire qu'en fait, on va pas s'en occuper. Cas suivant, bah, vous avez ici une mammographie 2D, c'est du 2D synthétique. Vous avez une asymétrie en projection des cadrans internes. Vous avez cette image-là, vous dites, mon Dieu, une asymétrie avec une distorsion architecturale. Ça a l'air quand même assez embêtant. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On va faire une tomosynthèse. On regarde en tomosynthèse. Bon, c'est pas évident, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a l'impression que l'image se déconstruit ou se déconstruit pas. On ne sait pas trop. Ouais, elle y est, elle y est pas. Ouais, ça pourrait peut-être être un lobulaire, on ne sait pas. Enfin bref, honnêtement, on n'est pas hyper confiant. Bah là aussi, allez, on fait un cliché de tomosynthèse localisée. Je vous montre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bof, on peut se mettre sur l'image. Et là, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Donc là, l'image, elle a disparu. En fait, on avait vraiment une superposition glandulaire. On n'avait pas complètement réussi à faire disparaître en tomosynthèse, même si on avait l'impression qu'elle se déconstruisait. On se disait, bon, avec l'expérience, on finit par se dire, mais en fait, ces trucs-là, je sais que c'est pas grand-chose. Mais là, vous voyez que l'image, elle a complètement disparu. Donc là, on est vraiment hyper confiant. Vous voyez un autre cas, vous avez ici une masse en mammographie 2D. Vous avez cette image ici, là. Je vous montre que les images clés, là. Vous avez ici l'image en tomosynthèse. Bon, on a l'impression qu'il y a encore quelque chose, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un peu de graisse là? Est-ce que ce ne serait pas un peu construit? Bon, on va faire un cliché de tomosynthèse localisé. Et là, vous voyez, ben, il n'y a pas de doute. Il y a bien une masse qui persiste. On voit beaucoup mieux la distorsion de l'architecture. Et donc là, il y a clairement une anomalie suspecte qui était un petit cancer. Cas suivant, bon, une asymétrie, peut-être une distorsion. C'est une patiente qui avait été opérée, alors c'est pas facile. Est-ce qu'il y a vraiment une masse ou pas? On regarde en tomosynthèse, oh là là, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une distorsion, mais bon, elle a été opérée, donc on ne sait pas trop quoi en faire. Ça disparaît pas complètement, on est quand même embêté, on n'est pas confiant. Bah là aussi, hop, un cliché de tomosynthèse localisé, bing, et on va voir ce qui se passe. Bon, vous avez vu quelque chose? Je vous remontre. Bon, et ben moi, j'ai rien vu, c'est normal, l'image a disparu, elle s'est vraiment étalée, elle a été déconstruite. Il y a toujours la distorsion de l'architecture, mais finalement c'est normal, on est dans une zone opératoire, mais la espèce de pseudo-masse là qu'on avait en tomosynthèse, bah, elle n'existe plus en fait. Et cette dame, elle avait rien. Voilà un cas qui va encore illustrer ce propos-là. Vous avez ici une tomosynthèse bilatérale, je vous montre les deux côtés. Tomosynthèse, voilà, de face droite. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tomosynthèse contre, voilà, à gauche.
Voilà, donc vous avez une image comme ça à droite, une image comme ça à gauche, qu'est-ce qu'on en fait? Ça existe pas. Là, on est en tomosynthèse déjà, donc bah, faut conclure. Honnêtement, c'est pas simple, hein. Est-ce que ça se déconstruit? Est-ce que ça se déconstruit pas? Heu, on va regarder en tomosynthèse, donc ça, c'est les images qu'on a, voilà. On sait pas très bien quoi faire de ces 2 asymétries qui sont quand même finalement assez similaires et on va regarder ce que ça donne en tomosynthèse localisée, je vous montre, à droite. OK, encore une fois, vous voyez sur l'image de référence, voilà, et à gauche, voilà, vous avez, voilà, je pense que là, les choses sont claires, hein. Donc vous avez à droite, l'image, elle est complètement disparue sur le cliché de tomosynthèse localisée et à gauche, bah, vous avez une image qui, au contraire, ressort avec cette asymétrie, cette distorsion architecturale qui apparaît de façon beaucoup plus nette et donc à droite, bah, c'était rien et à gauche, c'était un cancer. Donc vous voyez que sur l'image de tomosynthèse, honnêtement, on n'arrive pas à faire la différence entre le sein droit et le sein gauche. Et sur le cliché de tomosynthèse localisée, bah, les choses sont très, très faciles. Alors, petite remarque, on peut faire des clichés de tomosynthèse localisée avec des petites palettes ou des palettes plus grandes. Moi, je recommande vraiment d'utiliser des petites palettes, même si évidemment c'est plus difficile de bien se localiser, mais évidemment avec une plus petite palette, on va mieux étaler la glande, et donc on va mieux faire ressortir les anomalies ou mieux faire disparaître les anomalies qui n'existent pas. Alors ça, on avait quand même travaillé dessus justement pour voir un peu ce que ça donnait, vraiment les performances de cet outil-là. Est-ce que c'était pas juste une impression qu'on avait comme ça? Donc on a repris dans le service avec le docteur Delot, sur cette étude qu'on a fait ensemble. On avait, pris plus d'une centaine de patientes et il y avait 3 radiologues qui avaient relu des cas de tomosynthèse qui étaient des cas, que d'images, douteuses. On avait que des images douteuses, donc on regardait la tomosynthèse et puis on évaluait le degré de confiance qu'on avait. On a regardé la reproductibilité inter et intra-observateur et puis on a regardé, bah, les performances des lecteurs, pour classer selon Bayraz les anomalies, puis après on regardait si finalement c'était du cancer ou pas. Et vous voyez les résultats ici, vous voyez qu'en tomosynthèse, bah, on a des résultats qui sont, pas forcément, parfaits, en fait, qui sont voilà et puis surtout on a une variabilité entre les différents lecteurs. Et donc on a l'impression qu'en fonction des lecteurs, bah, il y en a qui sont un petit peu plus à l'aise en tomosynthèse que d'autres. On avait montré aussi d'ailleurs que, donc la confiance des lecteurs était pas forcément toujours très élevée et que la reproductibilité était pas parfaite. Et si on regarde après, si on donc on leur montre le cliché de tomosynthèse localisée et vous voyez que là les performances des lecteurs, bah, augmentent pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a vraiment une homogénéité des résultats avec tous les lecteurs, quelle que soit leur expérience finalement en tomosynthèse, qui vont avoir des très bons résultats en tomosynthèse localisée. Et on avait montré donc que ça augmentait de façon très nette la confiance des lecteurs et la reproductibilité inter et intra-observateur. Donc vraiment, on avait une augmentation des performances et de la confiance des lecteurs. Donc en gros, ça veut dire, bah, si vous n'êtes pas encore complètement méga à l'aise en tomosynthèse parce que vous n'avez pas encore une expérience dingue, vous vous y mettez, voilà, il y a encore des images qui vous posent problème, bah, en tomosynthèse localisée avec des petites palettes, bah, vous allez vous sentir vachement plus confiant et être vachement plus performant. Alors, les questions qu'on peut se poser parfois, c'est: «Bah, oui, mais alors les clichés localisés, est-ce que ça finalement ça irradie pas énormément? Est-ce qu'on va pas créer, plein de problèmes avec la dose qu'on va donner?» Bah, en fait, non. Nous, on avait montré que le cliché de tomosynthèse localisée, c'était grosso modo la même dose qu'un cliché de tomosynthèse classique, donc ça, voilà, c'est pas non plus très significatif et on peut tout à fait l'utiliser en pratique. Voilà, on arrive à la conclusion de ces 4 trucs et astuces. Voilà, pour conclure, on peut dire que finalement 4 points importants issus de ces 4 cours de ce premier module qu'on a développé. C'est important de bien savoir localiser en échographie les anomalies mammographiques, mais une fois qu'on a compris le truc de la triangulation, bah, en fait, c'est hyper facile. Que, si on veut bien interpréter de façon, claire, bah, il faut décrire de façon rigoureuse les anomalies qu'on voit en utilisant les items qui sont décrits dans le BI-RADS et donc les caractéristiques des différentes anomalies. Si on prend le temps de bien décrire, de bien comprendre ce qu'on voit, bah, on interprétera assez facilement. Il faut pas dire probable fibroadénome, donc il faut éviter finalement de dire que ce suspect-là, il est probablement innocent avant d'avoir regardé, les preuves de façon, froide et objective et donc c'est très important de regarder les éléments dont on dispose de façon rigoureuse et de bien décrire les anomalies. En particulier en échographie, il faut s'attacher à bien décrire les contours parce que c'est souvent source d'erreur. Dernier point, quand on se met à la tomosynthèse, pas toujours facile, on a parfois des images qui sont indéterminées et donc si on n'est pas très confiant, si on a un doute, il ne faut pas hésiter à faire des clichés de tomosynthèse localisée, si possible en utilisant des petites palettes, bah, pour vraiment, se donner confiance et augmenter ses performances.